Alors, bon, on a vu l'aspect production, on a vu l'aspect transformation, l'intérêt général. On va faire un petit focus environnement. On a commencé à en parler tout à l'heure avec Jean-Louis et certaines personnes. On va focaliser sur d'autres sujets, hein, comme le carbone par exemple. Et donc la question qui est posée, c'est et l'environnement dans tout ça. Donc Jean-Louis, maintenant vous le connaissez. Il va revenir et j'ai à peine besoin de le présenter. Là, ça c'est fait. Vous pouvez l'applaudir, hein, de nouveau. Catherine Broca. Catherine, merci. Vous pouvez l'applaudir également. Et Clément Horry, pardon, je ne vous avais pas vu, de Carbone 4. Voilà. Alors, bon, il y a des choses qui ont été dites, on a commencé à en parler. Peut-être que ça vaut le coup de commencer par vous, Clément Horry, pour expliquer ce qu'est Carbone 4. Je ne sais pas si tout le monde vous connaît. Alors, effectivement, c'est mieux avec un micro. Hop, je vais me donner ça. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors qu'est-ce que Carbone 4 ? Alors, Carbone que les 4, gens ne on connaissent est pas. une société de conseil spécialisée sur le changement climatique et créée par notamment, ça a été cité, Jean-Marc Jancovici, l'associé fondateur. Et donc, on accompagne coopératives, industriels, négoces dans leur mesure de l'empreinte carbone et puis surtout dans leur stratégie de réduction des émissions pour réduire l'impact sur le climat. D'accord. Combien de personnes vous êtes dans l'entreprise pour avoir une idée ? On est aujourd'hui 180. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, on était 25. D'accord, belle dynamique. Ouais, belle dynamique. Bon, on va peut-être pouvoir justement commencer sur ces relations entre élevage laitier pâturant et environnement. Alors, on va essayer d'aller peut-être avec des angles légèrement différents. Catherine Broca, qu'est-ce qui est les tops et les flops ? Qu'est-ce qui finalement, est-ce qu'on peut comparer ces thèmes ? Je ne vous ai pas présenté, Catherine ? Eh ben non. J'ai vraiment un problème avec les présentations, puisque je pensais avoir fini avec Jean-Louis. Ouais, je vous présente. Ouais, il y a un problème avec la place du milieu. On va décaler. Non, mais il y en aura toujours une au milieu. Alors, c'est parti. Excusez-moi. Catherine Broca, vous êtes également à l'IDEL, responsable du service eau, air, énergie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans les travaux que vous menez avec vos équipes au sein de votre service, finalement, est-ce qu'il y a des comparaisons en termes d'impact environnemental ? Tout à l'heure, on avait l'explication que l'IDEL voyait les choses de façon systémique. Quel impact sur l'environnement entre le système ? On a vu que finalement, il y a peut-être un système qui est qualifié base maïs, plutôt intensif, pâturage. Est-ce que vous avez des études qui montrent des impacts comparatifs ? Oui, alors effectivement, on travaille beaucoup sur la décarbonation parce que c'est un sujet majeur pour la filière. Et donc, effectivement, on réalise des diagnostics et des audits, alors avec des partenaires. Hein, c'est pas nous qui faisons les diagnostics, mais les partenaires techniques qui accompagnent les agriculteurs. Et donc, on a une base de données qui nous a permis de faire des comparaisons entre système maïs et système herbagé. Alors, globalement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la même chose. Globalement, les profils d'émissions sont un peu différents, où effectivement, alors, je devrais préciser, on parle d'empreinte carbone du lait, donc on ramène les émissions de l'atelier au litre de lait. Donc, effectivement, quand on parle d'intensification, effectivement, on va rechercher, dès qu'on va avoir une production laitière un peu plus importante, on va diluer toutes les émissions dans le lait, donc moins d'animaux, moins d'émissions. Donc, il y a cet effet-là. Mais de l'autre côté, les systèmes herbagés, ils utilisent moins d'intrants. Et donc, derrière, l'un dans l'autre, au final, on arrive à des émissions assez comparables. Il y a un petit écart, mais ça, c'est lié à l'incertitude des méthodos. Donc, on va pas... Et ça ne sert à rien d'en parler. Non. Et derrière, quand on regarde aussi les élevages les plus efficients, quand on regarde donc dans les deux systèmes, les plus efficients, globalement, on arrive à une réduction par rapport à la moyenne de 20%. Donc voilà, on sait qu'il y a des marges de progrès dans les deux systèmes, de façon différente, des conduites différentes. Mais voilà, l'objectif final qu'on peut se donner en termes d'efficience dans les deux systèmes, on arrive au même niveau. Alors, le petit avantage du système herbagé, c'est le stockage carbone, de fait, parce qu'il va pouvoir compenser ces émissions, parce que globalement, on constate qu'avec les prairies, on va stocker un peu plus de carbone. Alors, il y a encore beaucoup de travaux de recherche, ça va dépendre du contexte pédoclimatique, de la situation initiale. Si on a des taux de matière organique déjà élevés, l'addition de stock de carbone de façon annuelle va être un peu plus faible, mais globalement, voilà, c'est un des gros avantages des systèmes herbagés et donc pâturants. On va pouvoir compenser une partie des émissions avec le stockage carbone. Donc ça, c'est une grosse différence. Clément Horry, par rapport à cette comparaison aussi, puisque dans tout ce qui est carbone, il y a émissions et stockage, les deux, là on a évoqué plutôt le stockage. Est-ce que vous avez fait des travaux là-dessus, sur ces deux composantes finalement de l'équation carbone ? Oui, bien sûr, on travaille donc avec les grandes maisons laitières et on s'appuie aussi sur les travaux beaucoup
de l'IDEL en termes de mesure d'empreinte carbone des systèmes laitiers. Donc c'est un abus de langage, empreinte carbone, c'est l'empreinte gaz à effet de serre. On parle de tous les gaz à effet de serre. Et je partage complètement ce qu'a dit Catherine. On a des systèmes en émissions qui sont relativement similaires au litre de lait, mais des avantages sur les séquestrations, donc le stockage pour le système herbagé. Après, c'est un avantage. On n'a pas un lait neutre en carbone comme certains aimeraient l'imaginer. C'est 10, 20, 30% de compensation par rapport aux émissions. Et un point, ça a été un petit peu dit, faut faire la distinction entre stockage carbone et séquestration. En fait, on a tendance à être très clair. Il y a un stock et il y a un flux. Je vais prendre l'exemple d'une haie. La haie, si elle a 50 ans, il y a un moment où ça plafonne. Et donc il y a le stockage, mais il n'y a plus le fait de... Il n'y a plus un flux additionnel de séquestration. Il n'y a plus vraiment où il est marginal, disons. Une forêt, c'est ce qui se passe. Au bout d'un moment, ça plafonne. Et donc, les prairies ont un stock de carbone très important, équivalent parfois à des forêts. Mais il y a aussi besoin d'augmenter ce flux, cette séquestration pour permettre donc la pousse, les jeunes pousses. Exactement, de comment gérer la prairie. Ça, c'est important. Donc, il faut retenir qu'il y a vraiment le stock et le flux. Et lorsque on pâture, en fonction de la manière dont est fait le pâturage, ça peut augmenter ce flux positif de stockage carbone ou le détériorer. Tout dépend comment est gérée aussi la prairie. D'accord. Jean-Louis, sur les gaz à effet de serre, par rapport aux travaux que vous avez menés, est-ce que vous avez aussi des études comparatives ? Quelle est votre position là-dessus ? Alors, je souscris à tout ce qui a été dit. Je voulais juste remettre un petit peu en perspective ces histoires de carbone, parce que parfois on oublie un peu l'histoire. Et en fait, on a affaire avec, alors quand on parle des ruminants, c'est le méthane, et c'est un gaz à effet de serre à courte durée de vie dans l'atmosphère, contrairement au protoxyde d'azote ou au CO2. Et alors, loin de moi la pensée de dire qu'il ne faut pas continuer des efforts pour réduire les émissions des animaux. Ce n'est pas du tout ça le propos, c'est juste de le remettre en perspective. En Europe, ça fait 30 ans que les effectifs de ruminants diminuent. Les travaux de l'université d'Oxford montrent que les émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact sur le changement climatique de l'agriculture européenne, continue d'augmenter, sauf que le rôle du méthane est aujourd'hui avec un effet négatif sur la température et que l'impact de l'agriculture, c'est le protoxyde d'azote. Et ce qui a changé dans nos élevages de ruminants, c'est qu'on les a intensifiés et qu'on fait du protoxyde d'azote et moins de méthane, en fait. Et donc, il faut vraiment faire porter l'effort sur le protoxyde d'azote aussi, qu'on a tendance à oublier quand on parle bilan carbone, en fait. Et je voudrais aussi dire juste un point. Les objectifs que les stratégies nationales, la France ou l'Allemagne, donnent aujourd'hui sur les ruminants, très bien, pas de problème, mais ça conduit alors à demander à ces filières d'émettre moins de méthane qu'elles n'en émettaient en 1850. Calcul fait pour la France et calcul fait pour l'Allemagne. Imaginez qu'on demande au secteur de l'aviation, enfin au secteur des transports, d'émettre moins de carbone aujourd'hui qu'en 1850. Équation quasiment impossible. Voilà, c'était juste pour remettre en perspective ces histoires de gaz à effet de serre de l'élevage et notamment de méthane, parce qu'il y a quand même beaucoup de débats. Et derrière, il y a de l'affichage environnemental, le Planet Score versus d'autres visions. Il y a ça en toile de fond. Et ça change quand même l'image qu'on peut avoir sur les filières. Donc, réduire l'empreinte carbone du lait, évidemment. Réduire les émissions de méthane des animaux, évidemment. Il y a des solutions. Alors on va reparler, j'imagine, tout à l'heure des graines de lin. On peut reparler de l'herbe. Globalement, ça fait quand même un peu moins de méthane quand on mange de l'herbe que des systèmes maïs. Et d'ailleurs, les Irlandais qui ont des systèmes tout herbagés, eux, ils sont en train de négocier à Bruxelles que dans les méthodes de calcul simplifiées, on considère que le méthane de leur ruminant, c'est que 5% d'énergie ingérée et pas 6%. Voilà. Donc voilà, ils ont franchi le cap, faire bouger les lignes pour faire bouger le cap d'après. Et ces histoires de méthane, c'est aussi important parce que on dit les ruminants, c'est très bien. Enfin, les ruminants qui pâturent, parce qu'évidemment, c'est très bien pour la biodiversité, mais très vite, il y a le discours changement climatique qui vient perturber ça. Et
au titre du changement climatique, on peut dire, mais finalement, arrêtons de faire des ruminants. Si on veut manger de la viande, on fera du cochon ou du poulet. Et par contre, le lait sera plus difficile quand même de le remplacer. Et il faut faire attention à cet équilibre entre les ambitions gaz à effet de serre et aussi les ambitions de maintien de la vitalité de nos territoires. Oui, ça a été fait. dit tout à l'heure. Sans les ruminants, alors que ce soit des moutons ou des bovins ou des chèvres, même si elles émettent un peu de carbone, on a besoin de ces animaux pour entretenir la biodiversité et pour entretenir des paysages. Voilà. Donc, toujours un discours d'équilibre à avoir. Et du coup, derrière ça, c'est quels sont les beaux leviers pour réduire les émissions de nos troupeaux, notamment de méthane, mais j'insiste, beaucoup de protoxyde d'azote, d'où les légumineuses. Voilà, on y revient, et de la prairie. Et pour réduire les émissions de méthane, quels sont les leviers qu'on peut mettre en œuvre et qui ne seront pas des leviers destructeurs d'autres services rendus par l'élevage de ruminants, au premier titre desquels je mets la biodiversité. D'accord. Madame Broca, qu'est-ce que vous mettez concrètement en place auprès des éleveurs? Il y a un outil, on a entendu dans différentes filières d'élevage, que vous aviez développé. C'est vous qui l'avez développé ou vous le déployez? Je ne sais plus. Oui, alors on a développé l'outil et après, effectivement, on a des conseillers de différents organismes techniques qui accompagnent les agriculteurs, qui mettent en œuvre l'outil Cap2OR. Et donc, effectivement, on fait une évaluation globale de l'impact environnemental à l'échelle de l'exploitation et des ateliers. Les filières ont pris des positions aussi par rapport à ça, des positions ou des objectifs finalement, puisque maintenant là, vous êtes en train de faire une cartographie assez fine de ce que j'entends. Alors les objectifs des entreprises, je ne vais pas vous en parler, mais par contre effectivement la filière laitière s'engage à réduire son empreinte carbone et donc il y a des objectifs de réaliser des diagnostics pour suivre l'évolution de la mise en œuvre des pratiques dans les élevages et de mesurer la réalité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Constat, plan d'action individuel et suivi? Alors, certaines entreprises, on arrive à faire ce type de démarche où, effectivement, on peut réaliser un diagnostic simplifié qui permet d'avoir un ordre d'idée. Et donc, sur tout un secteur, avec un échantillon, on arrive à caractériser l'empreinte carbone du lait qui va arriver à l'usine. Et sinon, avec les agriculteurs, effectivement, l'idéal, c'est de réaliser un diagnostic beaucoup plus détaillé qui permet de capter toutes les pratiques de l'exploitation et derrière d'avoir un plan d'action vraiment adapté aux objectifs de l'éleveur, à sa situation initiale et que ça réponde aussi à ses objectifs à la fois économiques, travail, etc. Là encore dans une approche holistique, approche tout est lié, globale. Alors, effectivement, on regarde beaucoup atelier par atelier, mais effectivement l'objectif c'est de regarder à l'échelle de l'exploitation quel impact ça a. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup azote et effectivement l'autre sujet, on est très axé décarbonation, mais l'autre sujet, c'est quand même le bilan azote à l'échelle de l'exploitation. Et si on améliore l'efficience, parfois, c'est pas certitude de réduire les excédents. Et donc, dès qu'on a des excédents, ça va dans l'environnement, soit vers l'air, soit vers l'eau, soit c'est stocké dans les sols, ça c'est le bon côté des choses. Et donc, l'excédent azoté, ça reste un enjeu majeur. On connaît tous, c'est les nitrates derrière, le lessivage, c'est aussi l'ammoniac, c'est le protoxyde d'azote. Et donc, c'est un enjeu majeur, effectivement. Et c'est là où les systèmes herbagers, ils ont un atout énorme. Et pour rebondir sur ce que disait aussi Jean-Louis, on voit que dans les agences de l'eau, par exemple, aujourd'hui, avec la disparition de l'élevage, ça devient un vrai problème parce que les prairies disparaissent et la qualité de l'eau, elle se dégrade, en fait. Et donc, l'enjeu pour un certain nombre d'agences de l'eau, ça va être de préserver l'élevage pour qu'on préserve les prairies, surtout dans les zones de captage, dans les têtes de bassin, pour assurer la qualité de l'eau. Et on parle azote, mais il y a aussi les produits phyto, etc. C'est des gages de qualité de l'eau, en fait. On a finalement, effectivement, ces liens qui sont à faire. Concurrence, nourriture humaine, nourriture animale, c'est aussi un débat qu'il y a souvent. Monsieur Horry, comment vous l'abordez, vous, chez Carbone 4 là, c'est implicite dans tout ce qu'on dit. Oui, c'est un petit peu implicite, mais il y a ça a été dit lors de précédentes interventions. Il y a beaucoup de surfaces pour les vaches laitières qui sont finalement pas exploitables pour l'alimentation humaine. Donc, ça pose en théorie pas tant de soucis, mais en même temps, ça a été aussi dit, il y a de plus en plus de rations sans herbe, donc avec de l'ensilage, avec des concentrés. Et ces concentrés peuvent venir de zones quand même d'Amérique du Sud. Et là, ça peut poser question sur la concurrence. Et je rebondis aussi sur le fameux débat méthane. On appelle ça le berger étoile. Voilà, c'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui. Et le fameux N2O, protoxyde d'azote, c'est vrai, le protoxyde d'azote, dans
la Convention met tout sur 100 ans, sur un siècle, est 270 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant émis par exemple, du gasoil non routier. Le méthane, dans cette convention, c'est 28. Et donc, forcément, plus on a, moins on a d'herbe, plus on a de maïs de concentré, plus on a d'azote dans les émissions du système laitier. Ça, c'est complètement vrai. Et il y a un intérêt à se concentrer là-dessus. Et ça valorise d'autant plus le système pâturant, qui est donc moins en concurrence avec l'alimentation humaine et en plus qui génère moins de N2O. Et après, par rapport à l'objectif de notamment la comparaison avec le transport aérien, en fait, ce qu'il faut quand même prendre conscience, c'est dans un monde où on le veut peut-être le moins chaud possible, à 2 degrés, tout le monde doit réduire. Le transport, c'est moins 98%. Donc alors, ils ne reviennent pas à 1850, mais ils reviennent quasiment à zéro quand même. Je préfère le rappeler. Donc l'effort, il est colossal. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Il est énorme si on a envie de limiter l'impact. Et encore une fois, je suis assez convaincu du coup que ce pâturage à l'herbe, modulo les définitions qu'on met derrière, et ça, c'est tout l'enjeu, il reste une solution, puisqu'il garantit le maintien de stocks de carbone, ça c'est clair, il y a des prairies derrière, il garantit des effets positifs sur la biodiversité. Donc ça je partage complètement. Donc, ça va plutôt bien là-dessus. Juste peut-être pour conclure, Madame Brocat, on a évoqué l'Irlande tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Vous avez aussi connaissance du système néo-zélandais, parce qu'on a l'impression que c'est pas blanc-noir. Et eux, est-ce qu'ils sont dans cette logique qu'on vient de décrire plutôt bons sur ces bilans gaz à effet de serre et carbone? Alors, on a tendance à opposer un peu les systèmes, souvent. Très souvent, oui. Donc pour le coup, sur le carbone, voilà, c'est des systèmes vertueux comme on peut avoir en France. Alors par contre, je vais parler sous le contrôle de Jean-Louis, qui connaît sûrement mieux que moi, mais effectivement, c'est des systèmes qui intensifient beaucoup à l'hectare, et donc il y a beaucoup d'entrée d'azote en fait dans leur système. Et donc aujourd'hui, ils font face à des problèmes de qualité de l'eau qui sont assez importants. Alors après, ça dépend du type de prairie que l'on va avoir, du type de contexte pédoclimatique, mais globalement, ils font face à des problèmes de qualité de l'eau. Donc effectivement, ils ont intensifié énormément à l'hectare. Mais après, derrière, comment je conduis ma prairie, quel type de prairie j'ai, quel contexte pédoclimatique, et derrière, ça a un impact. C'est la qualité de l'eau. Et ils sont face exactement au même problème que nous, on a eu il y a 20 ans, 30 ans même déjà. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Jean-Louis? Mais voilà, donc quand on parle système herbager, oui, c'est positif, mais attention à la densité animale, en fait, et derrière, aux pratiques. Donc voilà, c'est un équilibre densité, et dès qu'on commence à amener beaucoup d'azote dans le système, le risque, c'est qu'il y ait des fuites. Alors, il y a des pertes vers l'air, mais il y a aussi des risques vers l'eau, et donc grande prudence quand même, parce qu'on pourrait se retrouver aussi à intensifier énormément nos systèmes herbagers. On se retrouvera avec des problèmes presque comme les systèmes maïs. C'est bien aussi de dézoomer par rapport à d'autres systèmes. Juste sur la compétition alimentation humaine et animale, donc tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Clément. D'abord, les ruminants, ils utilisent des surfaces sur lesquelles on ne peut pas faire de culture. Mais même en dehors de ça, on a regardé au niveau de la recherche, pas que en France, en fait, cette compétition, c'est qu'est-ce que l'animal produit comme protéines ou comme énergie, et qu'est-ce qu'il a mangé comme protéines et énergie que nous, on aurait pu mettre dans notre assiette. Donc, quand un animal mange du blé, le blé, on aurait pu le manger directement et pas le donner par un cochon ou par une vache. En fait, quand on fait des calculs d'efficience comme ça, quantité de protéines produites par quantité de protéines consommées par l'animal, mais qu'on aurait pu consommer, le champion, toute catégorie, c'est la vache laitière à l'herbe. Elle fait plus de 2 kg de protéines pour 1 kg de protéines consommées que nous, on aurait pu manger. Et on peut avoir des systèmes pâturants qui sont à 3. Par contre, un système maïs-soja, c'est 1 pour 1. Donc on ne crée rien, on ne perd rien, on ne crée pas. Voilà, on met dans le lait de la protéine qu'on aurait pu mettre dans notre assiette sous forme végétale. Alors, il faut mieux manger un fromage qu'une galette de blé, peut-être. Enfin, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est d'un point de vue performance environnementale, impact, la vache à l'herbe, c'est quand même un animal formidable. Voilà. C'est bien ça. Alors là, je crois que... On ne pouvait pas le dire mieux. Paul, est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc de nombreuses questions sur le bilan carbone, le crédit carbone, la bourse au carbone, enfin tout ce qui tourne autour du carbone. Où on en est, France Carbone Agri, quel est le prix d'une tonne carbone et est-ce que rémunération, Rémunération, est-ce que ça peut être un revenu complémentaire?
Rémunération. Alors, aujourd'hui, c'est un petit bonus. Et il y a des éleveurs dans la salle, donc je pense qu'ils pourront beaucoup plus témoigner que moi. Mais voilà, on parle de 30 € la tonne de CO2 pour les éleveurs et 50 € les crédits. C'est clairement pas assez pour favoriser ces systèmes. Ouais. Et il y a un certain nombre de rapports qui estiment le coût du carbone à avoir pour atteindre ces réductions climatiques. On est à 300 € la tonne en 2030. Là, on paye 50 €. Donc, vous voyez l'écart. Et donc, ça pose la question, ça a été dit beaucoup dans les autres tables rondes, le consommateur aussi, enfin tout le monde, hein, toute la chaîne de valeur, comment on finance ça. Mais aujourd'hui, c'est un petit bonus, mais malheureusement qui n'est pas assez suffisant pour mettre en place des actions transformatives, si je peux dire, pour la décarbonation. Quand vous parlez, juste une réflexion, quand vous parlez de 30 € la tonne ou 50 € la tonne, ça c'est le marché français. Parce qu'au niveau mondial, si j'ai bien compris, c'est beaucoup moins cher que ça. Hein, c'est plutôt autour de 5-6 €. Ça dépend qu'est-ce qu'on compare. Là, on parle des marchés carbone pour l'agriculture. Ça a tendance à être encore moins ailleurs. Si on parle des marchés carbone pour tout ce qui est forêt, alors là, c'est 5 € la tonne de CO2. Donc c'est pour ça que quand vous voyez par exemple des tomates neutres en carbone dans le supermarché, c'est que finalement l'entreprise a payé un petit chèque, mais pas très cher, pour afficher ça, 5 € la tonne de CO2, pour vous rendre compte, les grandes entreprises par exemple qui sont dans la salle, là, on parle en peut-être 10 millions de tonnes de CO2, mais 50 millions d'euros pour afficher des produits neutres en carbone, pour une grande entreprise, c'est peut-être pas très cher. Ça peut vous paraître énorme ici, mais rapporté au chiffre d'affaires qui fait des milliards, c'est pas si énorme. Et donc c'est pas 5 € la tonne de CO2 qu'il faut mettre, hein, c'est beaucoup plus. Et ça, pour nuancer, les entreprises ont quand même pris conscience de cet enjeu-là, en tout cas en France. C'est pas encore le cas dans d'autres régions, malheureusement, qu'il faut sortir de ce cadre du crédit pas cher qui du coup, cache la forêt, quoi. C'est vraiment... c'est ça. Là, qui cache la forêt. Et juste également, vous avez évoqué donc, le PRG étoile. Hein. Donc en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'en fait, en réalité, si on prend comme référence ce PRG étoile, on prendra la réalité, la durée de vie du gaz à effet de serre, si j'ai bien compris. Quel cas, donc, ça permettrait sans doute de ne plus avoir de controverse sur le calcul si on prend les bilans réels. Et ça changera la donne, forcément, pour le bovin notamment. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez également ou... Alors pour l'instant, nous, dans les évaluations, on ne l'intègre pas parce qu'on se cale sur les cahiers des charges internationaux, parce que les entreprises, elles veulent des empreintes carbone qui répondent aux standards SBTI, GHG Protocol, et pour l'instant, ce n'est pas intégré, donc on ne peut pas l'intégrer. Donc voilà, je vais faire une réponse un peu basique, mais c'est des sujets qu'on suit, effectivement. Donc voilà, mais pour l'instant, pour respecter les standards, on ne l'intègre pas. Si ça évolue dans les standards, on verra bien. Oui, non, c'est un débat très important, mais très technique, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que le méthane ne faisait plus de réchauffement, le méthane des ruminants en Europe ne contribuait plus au réchauffement en tant que tel. C'est des résultats de modélisation climatique, ce n'est pas un calcul par un PRG X ou Y. Après, le PRG 100 tel qu'il est utilisé, de toute façon, c'est une base internationale, on ne va pas revenir dessus comme ça, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Après, il faut l'utiliser avec discernement, c'est-à-dire on sait que faire diminuer un peu le PRG 100 de l'élevage ne traduira pas bien l'effet que ça aura sur la température, qui est quand même l'objectif final. Hein. L'objectif final, c'est pas le bilan carbone, c'est la température qu'on approche par le bilan carbone. C'est pas un bon indicateur de variation. C'est un indicateur d'une photo instantanée. Et c'est là où je dis il faut faire attention, parce que si on se réfère avec le passé, on a des fois des visions un peu déformées des choses. C'est un indicateur, il faut l'utiliser comme tel et l'utiliser avec pertinence. Finalement, c'est ce qu'on fait quand Clément disait les transports, il faut biser de 98% leurs émissions de carbone. On ne va pas le demander à l'élevage parce qu'on sait aussi que baisser le méthane, ça va agir très vite sur le climat. Donc il faut juste avoir une ambition, entre guillemets, bilan carbone de l'élevage, juste au sens équitable. Et donc, c'est peut-être de dire c'est 10-15% l'objectif, c'est pas 98% ou c'est pas même 50%. Quoi. Voilà, ce sera difficile. Je vous remercie. Là, ouais, alors je vais encore vous frustrer, monsieur. Désolé, parce que là, on a pris un tout petit peu de retard. Enfin, on a commencé en retard aussi, hein, donc je le prends en compte. Je crois qu'on peut applaudir nos trois invités.